Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir la pianiste Valérie Marie, actuellement au théâtre Tristan Bernard les vendredis et samedis. Ancienne responsable marketing, aujourd'hui compositrice pour le théâtre et la télé, entre autres, Valérie a un parcours fou qui va vous donner envie de croire en vos rêves. Tout part d'un accident de voiture. Et ça, les débuts sont pas très dignes d'un conte de fées, n'est-ce pas? Bonjour Valérie. Bonjour Pauline. Racontez-moi, ça commence quand? Oui, c'est un accident. C'est-à-dire que moi, je suis dans ma vie courante. Je viens de déposer les enfants à l'école. Elle avance, je recule, on râle, boum, accident de voiture. C'est de la tôle, rien de grave, on a rien de cassé. Mais oui, il y a quand même de la tôle, et il faut faire un constat d'assurance, ça c'est certain, elle n'a pas le temps, moi non plus. Donc elle me dit, écoutez, venez chez moi ce soir pour faire le constat. Écoutez, parfait. Et quand je rentre dans cette petite maison en briques étroite, immédiatement sur ma gauche, je vois un piano droit, et dessus il y a un violon, et juste à côté, il y a 3 tableaux, et en face des peintures, des tableaux. Mais chez une artiste. Ouais. Et en tout cas, là, à ce stade, moi je me dis, c'est une fille qui est passionnée par l'art, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Voilà, elle est peut-être prof aux Beaux-Arts, je sais pas. On adore se poser la question. Absolument. En plus. Donc je lui dis, vous faites quoi dans la vie? Et elle me répond une phrase qui, quelque part, va changer ma vie. Ah, mais moi je vis de ma passion, je suis photographe. Et vous? Mais de façon tellement évidente et limpide. Ouais. Et moi, là, je prends une énorme baffe, je prends un uppercut, je prends un réveil qui se met à sonner de partout. Comment ça, photographe? C'est un métier, photographe? Moi, je vivais de votre passion. Oui, parce que je suis dans une vie où je ne suis pas du tout entourée de photographes. Franchement, ni de gens qui vivent de leur passion. Il n'y en a aucun. Et ça fait 20 ans que j'avance dans ma vie professionnelle et personne ne me dit, je n'ai rencontré aucun client qui me dit je vis de ma passion. Là, c'est un tsunami, c'est un choc. Moi, la responsable marketing, qui a passé 20 ans dans le monde de l'entreprise, se dit, mais moi aussi, j'avais une passion. Là, c'est la résurgence du passé. J'ai tout qui remonte et c'est un moment d'émotion fort. D'ailleurs, si on rembobine, vous commencez le piano très jeune et vous avez très très envie d'en vivre, mais j'ai l'impression que vos parents, ils sont pas du même avis, c'est ça? Oui. Absolument. Alors, à l'origine, moi, je tourne à la marmite à 6 ans. Et à 12 ans, je vais m'immerger parce que je vais enfin accéder à un vrai instrument dans ma chambre. Et tellement m'immerger, je vais composer tellement qu'à 17 ans, papa, maman, je veux être compositeur de musique de film. Ah oui, c'est précis. Oui, parce que j'étais très timide. Très, très timide, très réservée. Moi, j'avais un moyen pour m'exprimer, c'était mon instrument, c'était la musique, c'était les sons, les dièses, les bémols. Je communiquais avec un autre monde, je partais dans un autre monde. Et dans ce monde-là, je parlais avec Mozart, avec Haydn, avec Beethoven, avec Gluck, avec Mendelssohn. Pas mal, vos potes. Oui, mais c'était chouette ce qu'ils me racontaient, c'était tellement beau. Moi, j'y étais tellement bien là-bas dans cet autre monde, donc voilà. Et quand j'étais, comme toutes les ados, fan de certains artistes que je voyais en tournée, que j'allais voir quand même, je me disais, non, mais moi, cette vie, mais comment ils font pour être sur scène? La lumière m'était inimaginable. À cette époque-là, vous m'auriez dit pianiste. Non. Sur scène? Ah non, jamais de la vie. Donc, très logiquement, il me fallait trouver quelque chose dans la musique et dans l'ombre, et en parallèle, j'ai le coup de foudre pour les musiques de films, en regardant les grands standards, les films à l'époque qui étaient avaient des musiques très expressives. Lesquelles, par exemple? C'était Vladimir Cosma, c'était Ennio Morricone, c'était Vangelis, et ces gens-là, ils composaient un truc, vous savez. 3-4 jours après, on avait la mélodie dans la tête et on revoyait Pierre Richard en train de faire l'andouille dans la jungle avec Depardieu. Ouais. Donc, je trouvais ça dingue qu'une musique de film soit aussi fortement identifiée à des images. Je trouvais ça incroyable, que ça nous renvoie à un film, que la musique d'un film soit aussi expressive. C'était pas des émotions en fait. Ah oui, il y avait des mélodies.
Il y avait de vraies mélodies, des vrais thèmes, comme on dit en musique, thèmes développés. Et c'était incroyable. Les musiques d'Ennio Morricone avec les flûtes de Pan, là, dans les westerns. Ben, c'est quand même dingue, quoi. Il y a 3 notes et boum, on y est. On est dans le western. Et vos parents, ils sont pas dans le même western que vous? Ah non. Ils entrent pas dans le saloon en faisant « Garçon !» Non, ça se passe pas comme ça à la maison. Quand j'annonce ça, moi, je voudrais être compositeur de musique de film, mais j'ai trouvé la formation qui va bien. Il faudrait faire un DUT d'écriture musicale. Oula, pour mes parents, ça c'est pas un vrai métier. Bah oui. Parce que mes parents, ils sont pas producteurs de cinéma, ils sont pas producteurs de théâtre, ils sont pas producteurs de musique, ils sont producteurs d'un fruit qui s'appelle le melon. Ah, ils produisent déjà. Voilà, ils produisent. Alors mon histoire, c'est quand même le milieu terrien, le milieu rural. Mes origines, elles sont là. C'est l'histoire de la famille Bélier, le film La famille Bélier. C'est-à-dire, ils ont peur. De suite, mon père, mais Cannes, le festival de Cannes. Ah non, mais ça jamais, ma fille. Mais enfin, mais la musique, mais pour un qui a réussi, il y en a 9 qui font la marche dans le métro. Mais si tu veux faire la marche dans le métro, ma fille, c'est. Donc ça fait peur. J'imagine qu'on vous dit ça vous remplit de terreur. Eux veulent me protéger, je pense. Maintenant que je suis grande, je le comprends. Moi, sur le coup, c'est un peu non négociable. Hein. C'est-à-dire que j'ai bien compris que non. Enfin, la seule option que j'ai, c'est de fuguer et de claquer la porte à ma famille. Et j'ai pas envie de faire ça. Mais c'est non négociable à cette époque-là. Donc je vais me mettre dans la voie de la raison. Et puis j'avais dans mes origines de vie un parcours très 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 atypique, très singulier, qui fait que la production d'un fruit, le melon, eh bien mes parents ne prenaient pas de vacances l'été et ça m'avait profondément marqué ça. Oui. Je voyais mes copines partir en vacances et vous savez, c'est comme les jeunes des cités qui voient les autres partir puis ils vont revenir, mais eux ils restent là. Et j'avais des souffrances, je dois dire, en tant qu'ado, enfant, et du coup je rêvais aussi en parallèle peut-être d'accéder à une vie un peu normale, d'accéder finalement à peut-être un métier de salarié, en tout cas de prof, de je ne sais quoi, quelque chose qui me donne des vacances, des horaires, oui, d'être une maman présente pour ses enfants, d'avoir une vie qui était à l'opposé de tout ce que j'avais connu. Il faut dire que mon destin, il était dans l'esprit de mes parents, il était un peu tracé. C'est-à-dire que pour eux, j'allais venir reprendre l'exploitation familiale. Ah oui. J'allais aller faire mes armes dans le commerce à Toulouse, dans quelques métiers, mais j'allais revenir reprendre l'affaire familiale parce que ils avaient connu la vente sur les marchés et puis petit à petit ils avaient créé leur entreprise en s'adressant à des grossistes et des machins. Et ils avaient construit quelque chose dans l'espoir aussi, le rêve, je pense, de mettre leurs enfants à l'abri. Donc mon destin et celui de mon frère étaient tracés. Oui, c'est ça. Mais moi, je le ressentais pas du tout comme ça. Moi, j'avais cette espèce de flamme artistique, d'envie de créer, d'exprimer des choses, d'accéder à cet autre monde, cette espèce de facilité d'être un lien avec une sorte d'autre monde. Que les melons. Ouais, c'est lourd sur les épaules, hein. Oui, c'était pas reprendre l'affaire des melons, c'était pas mon rêve. Ouais. Et j'avais quand même cette souffrance d'instabilité familiale, de ne pas avoir connu de repas, de cadre, de vacances. Ouais, j'avais mes failles à cette époque-là. Donc je me laisse tenter finalement quelque part par une vie entre guillemets un peu normale, un peu plus classique que ce que j'avais connu. Normale, classique et à la fois flatteuse, quoi. Je sais que le marketing, ça fait un peu rêver. Oui. On se dit qu'on a un sacré poste. Disons que quand ma mère me dit non, on fait du commerce, ça c'est la voie royale. À l'époque, on lisait des revues qui s'appellent Phosphore. On devrait la noter, cette phrase. On l'a tous eue, c'est dingue. Bien sûr, fais du commerce. Pour ceux qui savent pas quoi faire. Oui. Et quand j'ai cherché ce que je pouvais faire sur ces fonctions du commerce, moi je me voyais pas du tout commerciale parce que j'étais quand même très timide. Mais sur une revue de jeunes qui s'appelle Phosphore, 16-17 ans, je lis la fiche de description d'un profil qui était responsable marketing. Et cette fille, chef de produit chez Danone, expliquait le packaging, les réunions, les couleurs vertes, les logos, tout ça. Et voilà, je me suis dit, mais ça c'est créatif. C'est ce que j'ai trouvé de plus créatif, le marketing, dans les fonctions du commerce. Voilà. J'ai fait des études dans le marketing pour cette raison-là. Alors on se comprend. On se comprend très bien. On se comprend très bien parce qu'en plus la petite vanne, c'est que la fille de mon beau-père était dans l'équipe marketing qui faisait les yaourts verts.
C'est pas vrai. dont vous parlez. Ça alors? Et avec maman, on en avait discuté. J'étais ah oui, quand même, c'est créatif. Justement, le packaging, tout ça. Bon, ça fait appel à l'intelligence, de la psychologie aussi. Oui. C'est-à-dire à qui je m'adresse et qu'est-ce que je leur dis à travers un produit et des mots et des logos et tout ça. Et ça, ça va leur pas mal, hein. Mais oui, c'était quand même pas mal. Donc, à partir de là, avec mon bac+5 de commerce en poche, eh bien, je me lance d'abord sur des fonctions de commercial, hein. J'intègre d'abord la maison Adéco, agence de travail temporaire, bien connue. J'y fais mes armes de commercial, j'y reste longtemps, hein, 15 ans. J'ai dû grandir là-bas, hein. Voilà, ça. Et alors là, j'ai tout appris. En réalité, j'ai tout appris. Parce que quand je suis arrivée, moi, je pleurais tous les soirs, hein. Il fallait répondre à des téléphones, il fallait distribuer les cartes de visite dans les entreprises. Ça doit être horrible pour une timide. Mais oui. Je me disais, c'est pas fait. 3 jours, je démissionne. Allez, 4, allez, 5, je vais démissionner. Bon, 2 semaines, je démissionne. 1 mois, je démissionne. Mais je suis restée 15 ans. Ah, la vache. Donc, j'ai dépassé mes difficultés personnelles, qui étaient l'expression, les mots, la verbalisation, sortir des mots, parce que j'étais habituée à parler qu'avec des sons, donc il fallait que je prenne sur moi. Et ma foi, et puis j'ai été débauchée et j'ai fini par être responsable marketing. Et vous continuiez, est-ce que c'est très français, ça j'ai un petit doute, en parallèle? Oui. Est-ce que le piano faisait partie de votre vie encore ou... Plus du tout, non. Je l'ai plus touché pendant 20 ans. Ah, c'est dingue. Oui, parce que je fais partie des gens passionnés. Et vous savez, je suis sûre, les gens passionnés, quand ils font les choses, ils les font à fond, ou ils les font pas. Il n'y a pas l'entre-deux, il n'y a pas un petit peu de piano. Puis ça doit être un peu douloureux aussi de le voir si près, et de se dire qu'on est passé à côté de sa passion, quoi. Et puis, oui, alors, oui, exactement, il y avait de ça. Et puis, forcément, avec des enfants, d'avoir un temps limité. Mais oui. Pas la nuit, parce qu'ils dorment. Pas la sieste, parce qu'ils dorment. Donc, en gros, le dimanche. Mais non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Oui, je comprends. Et c'est ça qui est fou dans votre histoire, c'est que, normalement, on s'imagine que pour être pianiste, il faut une discipline de fer durant absolument toutes les premières années de sa vie, qu'on ne peut pas redémarrer quelque chose après tant d'années sans avoir joué. Enfin bref, que le piano, c'est vraiment une discipline comme la danse classique, par exemple. Soit on commence, comme vous le dites, à l'âge de 6 ans et on s'arrête uniquement lorsqu'on est à l'opéra, soit on n'en fait pas, quoi. Et en fait, vous montrez qu'il y a plusieurs possibilités dans la vie pour accéder à ses rêves et je trouve que c'est fou. Oui, c'est vrai, et ça surprend beaucoup, hein, quand je dis. On me pose très souvent la question en off dans les après-concerts ou dans les conférences d'entreprise. Mais vous êtes arrêté combien de temps? Quand je dis 20 ans, les gens sont très étonnés. Pardon? Oui, ils se disent 1 an ou 2, mais 20 ans. 20 ans. Mais ben ouais, quand on s'y remet après 20 ans, les doigts, ils sont rouillés. On pose les mains sur les claviers, on a perdu toute sensation, c'est clair. Et on veut faire un fa, et il y a un fa sol qui sort, ce qui veut dire un couac. Ouais. On veut faire un si, il y a un si do qui sort. On veut faire un ré et un ré mi, et on fait des notes, et en fait, 1 sur 10 est fausse. Et donc, dans la quantité, il y a beaucoup de couac. Ouais, oui. Et, bon. Ok, il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'on redevient débutant, hein. On redevient un enfant de 7 ans, 8 ans. Oui, tout à fait. Il y a une humilité à avoir, c'est clair, devant tout ça. Et puis forcément, l'étape d'après, c'est de se dire, ok, je m'y remets. Je m'y remets. Donc des gammes pour les pianistes, du travail du hanon, de la souplesse des doigts. Ça, c'est plusieurs heures par jour. C'est-à-dire que quand je m'y suis remise, très vite, au bout de 2-3 jours, je passais à 3, 4, 5 heures de piano. Et 4-5 jours après, je faisais 8 heures de piano par jour, non-stop, tous les jours. Mercredi, samedi, dimanche. 7 jours sur 7, c'était piano. Et oui, il y a quand même pas de mystère. Et alors justement, est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment qui a vraiment fait basculer votre destin? Est-ce que vous y remettez un petit peu avant? Est-ce que c'est le hasard et cette vidéo qui a buzzé qui vous a donné envie de vous y remettre et de faire 8 heures par jour? Comment ça s'est passé? Ah non, les 8 heures par jour, c'est... Avant ça, il y a un accident de voiture. Elle avance, je recule, on fait le constat d'assurance. Le fameux. Voilà. On revient à l'instant présent. Absolument. Chez cette dame qui est photographe. Cette fille, il y a un piano chez elle. Elle me dit, vous savez, moi j'avais une passion quand j'étais jeune, c'était le piano. Elle me dit, joue-moi un truc. Oh, c'est sympa. Oui. Mais je lui dis, mais ça fait 20 ans que je joue plus. Ouais. Non, franchement, mes doigts sont tout rouillés. Ah, oui. Elle insiste. Elle me dit, on est que toutes les deux. Franchement, joue-moi un truc.
Et j'ouvre et je me bidouille ma version à moi de la lettre à Élise qui partait dans Johnny avec le pénitencier, tout ça. Bon bref, et elle m'écoute et elle me fait vous avez conscience que vous avez du talent? Et ben non. Ben, c'est-à-dire que non, le prof de piano m'a toujours dit que j'avais un truc. Elle a un truc, mais cette fille, elle allume un Warner, quoi. Ouais. Enfin, il y a un warning plutôt. Il y a Warner et warning. Le warning de la voiture, oui. Mais oui, c'est bien je dit, me dis, ouais. mais bon, du talent, vraiment. Bon, ça me taraude. Je décide de reprendre et je joue chez moi 8 heures par jour. Et quand je l'invite parce qu'on est devenus amis, vachement sympa. et je lui dis, Émilie, je vais te jouer un truc. Et à cette époque-là, le piano était que dans mon couloir. J'avais pas, là maintenant, il a une pièce dédiée, tout ça, une pièce de musique. Et je jouais dans le couloir Chopin. Et puis après, j'ai créé des musiques et sur des thèmes. Et elle me disait, j'ai hâte que le monde t'entende. Oh. Parce qu'il peut pas y avoir que moi. Il peut pas y avoir que moi qui écoute ça. J'ai hâte. Alors forcément, oui, ça, elle venait en soutien quelque part et ça venait m'encourager parce que mes proches n'y croyaient pas du tout. Mon mari n'y croyait pas une minute. Mes parents, ça recommence cette histoire. Mes copains, Valérie pète un plomb. Elle fait que de la musique tous les jours. Elle fait du piano tous les jours. Je veux bien que les gens pètent plus un plomb de cette manière-là. Hein. Mais je peux comprendre de l'extérieur que c'était un peu curieux, que je plaque tout comme ça, que je fasse du piano toute la journée. Et mon frère et cette fille étaient mes deux soutiens. Mon frère me disait enfin, parce qu'il avait entendu quand j'étais petite, lui, le piano sonnait non-stop dans ma chambre. Et cette fille qui me disait, mais je serai là au premier rang le jour où tu seras dans une salle. Enfin, pour elle, c'était évident. Et elle est venue allumer mon chemin. Je crois qu'on fait des rencontres dans la vie qui éclairent nos routes. En tout cas, moi, elle a éclairé la mienne. Et elle vous a permis au moins un tout petit peu de vous autoriser à y croire, quoi. Oui. Enfin, vous savez, à cette époque-là, moi, je crois en rien. Moi, je me dis, j'ai peut-être un truc. C'est déjà pas mal. Oui, mais je sais pas où je vais. Ouais. Mais du tout, hein. Ça se joue à. Vous bossez, quoi. Je tape sur Google comment devenir pianiste professionnel. Moi, j'ai aucune clé dans le milieu. Je vis dans le sud-ouest de la France. Tout se joue à Paris, me dit-on. Malgré avoir fait des projets de courts-métrages divers et variés. Génial. Oui, mais je n'en vis pas financièrement. Moi, l'ancienne responsable marketing, je suis pas au SMIC. Concrètement, et j'ai une période très très down. Et au bout de 5 ans, je suis à deux doigts de renoncer à mon rêve et à me dire bon, on va ambitionner autre chose maintenant. Hein, plan B. Je commence à envisager le plan B, peut-être faire de l'immobilier. Malgré tout, je décroche un rendez-vous pour me rendre à Paris. Je suis dans un aéroport. Mon vol est retardé. J'entends un enfant qui nous casse les oreilles avec un piano, et je décide d'aller jouer du piano. Je joue 1, 2, 3, 4, 5 morceaux et je suis très 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 applaudie. Un inconnu se lève, il vient vers moi et il me demande si je veux bien refaire l'Alléluia et qu'il pose sa voix dessus. Wow. Et moi je dis non, je vois que moi c'est un inconnu, hein, je me dis je trouve les chants de faux, tout ça. Il a insisté. Bon, il insiste, il me suis chanteur professionnel, mais j'ai passé une très mauvaise journée et moi j'entends très mauvaise journée et moi comme je suis très down, j'accepte. Et je me tourne à ma gauche et je demande à un autre inconnu s'il veut bien nous filmer parce que j'ai jamais fait de duo piano-voix. La séquence est filmée et il se trouve que c'est un moment de grâce. Ouais. Je décide de partager cette séquence et une gigantesque médiatisation se met en place, une gigantesque viralité se met en place. Je vis ce qu'on appelle un buzz qui va monter jusqu'à 13 millions de vues et une énorme médiatisation, c'est-à-dire la une des principaux journaux de France, et JT, de France 2, de France 3, la une de la Suisse, du Canada, de la Belgique. Alors en plus c'est un titre Cohen, Alléluia de Léonard Cohen, c'est international. C'est tellement universel. Oui, donc je reçois des messages du monde entier, de la Côte d'Ivoire, du Tahiti, de partout. Et ce qui est fou, c'est vraiment le moment où vous allez lâcher l'affaire, quoi. Oui. Ça, c'est incroyable. Oui, je ne l'ai vu qu'après tout ça. Évidemment, quand on vit des choses, on les voit pas. Après coup, je me suis dit, punaise, t'étais à un cheveu. On est en février. Si en juin ça bouge pas, j'arrête. 4 mois avant le plan B. Après avoir mené 5 ans sans arriver à me retrouver pour moi des revenus corrects parce que ma vie est forcément elle devait s'adapter. Aussi, oui, on partait beaucoup moins en vacances, on n'avait plus une personne qui nous aidait dans l'entretien de la maison. Enfin, il y avait des sacrifices et les habits, je comptais tout, la nourriture, je comptais tout. Après 5 ans, j'étais pleine de doutes. Je me demandais si j'avais fait les bons choix et je me demandais si
Et malgré tout, le destin bascule. Hein. Ouais. Le destin bascule et je deviens ce qu'on appelle visible. Quelque part, je deviens visible. Et à partir de là, les propositions affluent. Hein. Clairement, c'est un avant. Enfin, pour moi, ça a été vraiment un avant et un après. Je suis passée de l'ombre à la lumière, comme on dit. Et aujourd'hui, vous êtes pianiste, compositrice. Oui. Vous avez votre spectacle. Oui. Et c'est encore le début des choses. C'est ça qui est magique. Oui. Parce que je sais que dans ce que vous ambitionnez, il y a encore beaucoup de choses dans votre boîte. Oui. Hein. Moi, alors c'est un peu compliqué à l'intérieur de moi. Moi, je rêve de faire une belle salle à Paris. Elle est très belle. Attention, le théâtre Tristan Bernard, c'est un écrin et un bijou. Tous de l'Olympia. Oui, voilà. Alors moi, ça s'appelle le Casino de Paris. Ouais, c'est pas mal aussi. Oui, mais alors j'ai un souci. Il faut que je traite ça. C'est que je me dis oui, mais si tu fais le Casino de Paris, t'as plus de rêve. Ah, c'est vrai. C'est quoi l'histoire? C'est quoi la suite, en fait? Alors, en fait, je sens que je pars dans d'autres trucs parce que si voilà. Moi, je suis pas d'accord avec vous parce que est-ce que vous avez bien réalisé que les moments où vous allez lâcher le truc, le destin vous fait un petit clin d'œil. Donc, peut-être qu'à la seconde où vous vous direz, bah merde, j'ai tout accompli. Il y a quelqu'un qui va faire Hello, I am the agent of George Clooney. On va faire un film. You want to do a movie together? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et c'est ça la magie de votre histoire de vie. C'est déjà que vous déconstruisez tout ce qu'on pourrait croire sur le fait de devoir avoir un destin tout tracé, parce qu'en fait, souvent, la vie, c'est plein de petites impasses, de petites routes en terre battue, avec des nids de poules, etc. Oui. Et puis aussi qu'on peut se réinventer en permanence. Enfin, il y a quelque chose qui est vraiment fascinant et qui... L'enseignement que j'en ai désormais... on me dit parfois, vous vivez un conte de fées. Oui, c'est vrai. Vous avez travaillé un conte de fées. Pour... Mais je crois, franchement, Pauline, je crois que les contes de fées existent. Et je crois que nous sommes tous des héros, héroïnes de nos vies. Je crois qu'on a tous les jours, quand on se lève, tous les matins, des embûches qui vont se présenter à nous dans la journée, plus ou moins fortes. Parfois, c'est des gros pépins de vie. Parfois, c'est des petits trucs. Mais on va en avoir. Alors, on va avoir le choix devant nous, où c'est trop dur. Ouh là là, j'arrête là. Dans la vie courante, c'est un logiciel, c'est un nouveau manager, c'est un nouveau collègue, c'est des trucs qu'on voulait pas. Ou on l'accepte et on bataille et on dépasse l'épreuve, on transforme tout ça et on continue. Ce que je sais désormais, c'est que en dépassant nos épreuves, on peut écrire l'histoire de nos vies. On peut tourner les pages des chapitres et à un moment se retourner. Ah oui, quand même. Ouais, mais ça a un prix. Pour ma part, ça a été de pleurer tous les jours chez Adecco. Et pour l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, mais il y en a des milliards. Il y a plein de choses qui ont été dures dans ce que j'ai traversé. Sûr. Et puis ça s'arrête pas. La fin du livre, vous savez, il y a marqué fin, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bah non, la suite continue. Absolument. Et elle continue d'être pleine de péripéties. On en parlait hors micro. Oui. Vous tapez un joli Covid. Quelques temps après ce buzz-là, alors que vous disiez ça y est, et ben merde, le Covid arrive et tout est battu, quoi. Oui, l'OMS nous dit on réouvrira les zéniths dans 18 mois. On va mobiliser. C'est un gros bébé. Je vais partir dans les oubliettes, alléluia à l'aéroport. Et je le vis très mal. Sur l'instant, je me bloque la hanche, je tombe chez moi. Je pouvais plus marcher mentalement ni physiquement. Je fais 7 semaines au lit, je suis sous opium, tellement que j'ai mal, la douleur j'ai connue, du coup, dans le Covid, et je fais 3 mois de kiné. Parce que je vis les choses avec intensité. Oui, une vraie passionnée, hein. Voilà. À y être, on les vit bien comme il faut. Mais malgré tout, en conférence, en juin 2021, ça repart et on me dit, vous avez un spectacle en main, Valérie. Je donne des conférences en entreprise pour raconter mon histoire. Vous n'aviez pas pensé au spectacle avant ça? Non, pas du tout. Non. C'est vraiment les gens en entreprise, dans les cocktails, qui m'écoutent et me disent, quand vous nous racontez la petite fille qui est dessinée à la craie sur la table de la cuisine, les touches d'un piano imaginaire, la façon dont vous le racontez, on la voit. Nous, on la voit. Et alors, avec leurs mots, ils me disent oui. Il y en a un qui dit il faut qu'elle fasse une comédie musicale. L'autre qui dit alors. Mais en fait, je comprends quand même. On dit en sociologie que quand 2 ou 3 personnes vous disent la même chose, c'est une vérité. D'accord. Bon, et là, on me dit ça coup sur coup, quelques jours d'intervalle. Ok, Valérie. Oui, j'ai entendu. On entend le signal.
il y a un signe, peut-être que, sauf qu'on nous dit aussi en parallèle que plus personne va dans les théâtres et dans les cinémas, et que on sort d'un confinement, un télétravail, et qu'on va remettre des masques et les 4e, 5e et 6e vagues à l'automne 2021. Et franchement, l'histoire, elle est pas évidente à écrire pour monter un spectacle à ce moment-là. Je vois les embûches. Je les vois, mais je lis aussi en parallèle que le Festival d'Avignon réouvre ses portes. Et je me dis, tiens, mais là, il y a des gens dans la rue. Peut-être que mon métier va évoluer. Peut-être qu'il va se faire en été. Peut-être que tu vas faire des concerts de piano dans les châteaux. Tu vas monter des trucs dans les forêts, dans les montagnes, dans les marais. J'en sais rien. Donc, je prends tout qu'un billet de train, je me rends à Avignon. Et je pousse les portes, je fais mes rencontres. Avignon, je suis dans les 18 coups de cœur, et il y a quand même 1660 spectacles. Ouais, c'est un truc de dingue, ça, hein. Et Avignon m'amène à la scène parisienne. Vous avez eu du courage, en tout cas, dans tout ça. Hein. Du courage, de la force et de la persévérance. Et surtout en étant une grande timide à l'origine, quoi. Oui. Je ne le suis plus. Mais comme quoi, c'est possible, on puisse guérir. Oui, j'aurais pas cru, hein. On m'aurait dit à 17 ans, quand je devenais rouge, vous savez, les mêmes moites et la gorge nouée et le cœur qui fait comme ça, pourvu qu'on me demande pas de lire en cours. Jamais j'aurais cru que je serais dans ma vie sur scène, avec des micros dans des télés, des podcasts comme le vôtre ou des radios. Non, jamais de la vie, jamais. Inimaginable. Ou devant des entreprises. Sur un gros événement, il y avait quand même 3500 personnes avec un Bercy privatisé. Bon, quand on arrive là, oui, après moi, il y avait Gilbert Montagnier. Avant moi, il y avait Castex, le Premier ministre. Oui, okay. mais on y va. Et tout ça vous fait grandir. On devient de plus en plus aguerri. Bien sûr que j'ai un peu le cœur, hein, mais on vous présente ces gens-là, et puis petit à petit, ma foi, voilà, la confiance en soi s'acquiert. Ouais. Ça doit être émouvant de repenser à cette petite fille qui a vraiment un rêve hyper fort, mais qui n'arrive pas à le crier haut et fort, quoi. Mais qu'est-ce que vous avez envie de lui dire si elle était juste là à côté de vous, la mini version de vous-même? Si je revoyais l'enfant de 6 ans que j'étais, pétrifié devant son piano, ultra méga timide et qui parlait avec des sons, qui est aujourd'hui quelque part sur des scènes et pianiste, on lui avait dit à cet enfant-là, tu vas avoir ça dans ta vie à traverser, puis tu vas voir à un moment, voilà ce qui va t'arriver, elle ne l'aurait pas cru. Si on avait dit à l'adolescente de 12 ans qui était ultra méga timide et qui n'allait pas dans les booms et tout ça, qu'on a été invité, qu'elle deviendrait aussi pianiste sur scène, elle ne l'aurait pas cru. Et si on l'avait dit à la jeune fille qui avait 17 ans et qui rêvait d'être compositeur musique de film, que quelque part elle raconterait l'histoire de sa vie, hein, quasiment sur scène, mise en musique avec un piano dans un grand théâtre parisien, elle ne l'aurait pas cru. Ce que j'ai envie de dire à ces 3 étapes de vie de cette même personne, c'est tiens bon, ça vaut le coup. Accroche-toi. Ça vaut vraiment le coup. Parce que maintenant je les ai passées, les épreuves. J'ai tourné les pages des chapitres et j'en ai encore beaucoup d'autres aussi à tourner. Mais merci, hein. Merci la vie. Gratitude infinie. Parce que la persévérance, le travail, croire en ses rêves, vivre avec intensité, vivre avec passion, se passionner pour la vie, ça vous amène de sacrés beaux cadeaux, hein. Ouais. Et puis aussi avec toutes ces épreuves-là, on n'en sort que grandi. Et vous, c'est grâce à tout ça que vous êtes là aujourd'hui. Oui, la chrysalide qui devient papillon. On me dit souvent. D'ailleurs, vous repartez comme ça. Après, je vais ouvrir la fenêtre et puis on est au 4e. Oui, la baguette magique. Paris-Toulouse. C'est pas cher. Voilà, c'est ça. Il y aura peut-être moins de retard qu'avec avec les retards d'avion dans les aéroports. Quoique, parfois, ils créent leur surprise. C'est peut-être pas mal. La prochaine fois que j'aurai un retard et qu'il se passera rien, je serai super déçue. Merci beaucoup, Valérie. C'était vraiment passionnant. Merci à vous de m'avoir reçue. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.